c'est bon. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vraiment, nous sommes partis sans toute forme de formalité. Merci beaucoup encore une fois à vous d'être en notre compagnie. Nous sommes à Ça va chauffer. Ça va chauffer, ça va et ça chauffe. Ça va parce qu'on souhaite que ça aille chez tout le monde. La semaine a été assez rude. Certains sont allés à l'école, d'autres au travail, d'autres en quête d'une activité professionnelle. Tout ça rend la vie assez compliquée et il est tout à fait normal que ce matin on se retrouve pour célébrer la fin, on va dire partielle des difficultés avec le week-end, et on espère qu'en notre compagnie vous saurez passer un bon petit moment. Vous êtes bien sur les antennes de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Nous sommes basés à Dakar, nous émettons en particulier Dakar, et certainement que hier vous avez pu constater qu'il y avait un écran noir. Nous sommes en plein réglage technique, mais on pense que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Je ne suis pas seul sur le plateau central, je suis en compagnie d'une jeune dame qui s'appelle Gladys Magilem. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Nous sommes très contents de vous avoir sur notre plateau. Nous souhaitons vous présenter aux autres. Vous allez avoir le titre de Georgette, parce que c'est comme ça que la rédaction a décidé d'appeler les chroniqueuses de cette émission. Il y en a plusieurs, il y a vous donc, et il y a Adrienne qui se trouve en Italie. Bonjour Adrienne. Et bonjour Georges. Je suis pressé de vous rejoindre parce que depuis 2-3 semaines, on ne vous avait pas eu. Vous étiez un peu mal en point, mais ça va mieux, n'est-ce pas? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Ça va beaucoup mieux et nous en sommes heureux. Quels sont les faits marquants de l'actualité en Italie? Bon, les faits marquants de l'actualité, comme je l'avais déjà annoncé depuis plusieurs semaines, en fait, l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire a eu bel et bien lieu hier. Donc, cela a provoqué des manifestations un peu partout sur tout le territoire italien. Des blocages, les principaux ports de Gênes et de Trieste ont été bloqués, mais ça n'a pas empêché quand même les travailleurs, ceux qui voulaient travailler, de travailler vraiment. Il y a des Italiens qui ne sont pas contents. Ben voilà, il y a au moins 3 millions d'Italiens qui ne sont pas vaccinés et qui ne veulent pas se faire vacciner. Et maintenant, j'ai envie de dire 3 millions seulement. 3 millions seulement. Comment? Oui, pour l'instant, 3 millions à peu près, oui, qui ne sont pas vaccinés. Et donc, maintenant, le décret qu'a imposé le gouvernement oblige à présenter un pass sanitaire sur son lieu de travail. Donc, celui qui ne l'a pas, il est suspendu, il ne perçoit pas son salaire. Alors, le pass sanitaire, s'il se présente à son lieu de travail sans le pass sanitaire, on lui impose une amende de 1 500 € à peu près. Voilà. Ok, donc c'est ce qui a bouleversé un peu la journée d'hier, mais sinon ça va. Donc la vaccination est obligatoire? C'est obligatoire, parce que eux, ils attendent que tout le monde soit vacciné, et puis eux, ils se mettent à l'abri. En fait, c'est un peu comme si les autres doivent se faire vacciner, et puis si la pandémie s'est calmée, on est tranquille, et puis ceux qui sont vaccinés, peut-être s'il y a des effets secondaires, eux, ils sont à l'abri. C'est l'occasion de rappeler que le vaccin doit nous permettre d'être immunisés, mais si d'aventure on chope le virus, normalement, on ne devrait pas faire les formes les plus longues et les plus compliquées de la maladie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour cela qu'on impose le vaccin. Ok. Et c'est ça aussi qui énerve un certain nombre de personnes. Eux, ils souhaitent que le vaccin parce qu'eux, ils disent que le vaccin était trop vite, ils ont trop vite trouvé le vaccin. Ils n'expliquent pas clairement qu'il y a des effets secondaires et que ça va causer pas mal d'ennuis au fil des années. Donc ils ne veulent pas. D'accord, ok. Merci d'être là. Merci de passer à notre compagnie. Moi aussi, je suis heureuse de vous retrouver. J'embrasse toutes les Georgettes. La nouvelle, j'ai hâte de la connaître. Elle s'appelle Gladys. Gladys. Enchantée. Et elle est originaire du Tchad. Ouais.
Oui. C'est pas toujours qu'on rencontre quelqu'un du Tchad. Hein? Ah ouais. Non. Hein? Okay. On a beaucoup parlé du Tchad en 2021. Plus du Tchad, voilà. Oui. En 2021, on a beaucoup parlé du Tchad avec le décès du président Idriss Déby et son remplacement par son fils Idriss Déby. Donc, on n'a presque pas bougé, c'est vrai? Bon, pas vraiment, parce qu'on dirait c'est le même système qui continue, le même gouvernement. Bon, c'est vrai, ils ont mis en place un comité, conseil du national de transition. Oui. Mais bon, ça sert juste de parlement pour le moment. Donc là, le conseil militaire de transition est au gouvernement. Bon, on a l'impression que c'est les mêmes. Alors vous sentez en fait qu'on va vers on avance ou bien cette transition va s'éterniser, parce que des fois, c'est ce qu'on craint. Bon, on espère que non, vu qu'ils ont donné un délai de 18 mois. Donc on espère qu'avec le 18 conseil... mois qui peuvent être renouvelables. Oui, renouvelables, c'est ça le problème. Mais bon, vraiment, il n'est pas interdit d'avoir espoir. Donc on espère vraiment qu'il y aura un changement, qu'il y aura véritablement des élections libres et transparentes après justement cette période de transition. Oui. On suppose aussi que cette période permettra aux gouvernants et autres de pouvoir véritablement organiser ces élections pour que tout se passe dans la clarté et pour que ce gouvernement qui va venir va pouvoir répondre aux exigences de la population et satisfaire la population. Et c'est quoi les plus grandes attentes des populations? C'est vrai, on attend la démocratie, mais derrière ça, dans le développement, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il y a déjà également le problème du chômage, en fait. Le chômage. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, par exemple. Et il y a aussi le problème au niveau du service de santé. À l'hôpital, il y a également des déficits de matériel pour les soins de santé. Il y a également l'éducation, le volet éducation qu'il faudra voir. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc les éléments sociaux de base. Voilà, les éléments sociaux de santé. Voilà, moi, je vais ajouter électricité. Électricité, voilà. Je vais ajouter également l'eau. L'eau, surtout l'eau, parce qu'actuellement, il y a même un débat sur la zone d'Abéché où il n'y a pas vraiment de l'eau. C'est où? C'est dans quelle partie? Au nord, vers le nord. Au nord du Tchad? Oui, vers le nord du Tchad. Okay. Et on espère vraiment que ce gouvernement ou bien cette transition va vraiment préparer les choses pour que tout puisse bien se passer d'ici, après les 18 mois ou bien, même si on renouvelle, on espère que ce ne soit pas trop. Ok. Alors le Tchad, c'est un grand pays, hein? Ouais. Dimension 1 284 000 km². Ah, c'est pas petit, hein? 1 284 000 km². Pour une population de 15 millions ou 20 millions actuellement. Ok, je sais que le 11 août, c'est la fête nationale là-bas. Oui, le 11 D'accord. Ok. Adrienne, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le Tchad? Bon, si le vif comme ça, je ne vais pas préparer. Je vais y réfléchir. D'accord. Alors Gladys est à Dakar depuis 2 ans. Elle est en train de préparer un doctorat en économie. Ce qui porte sur quoi? Sur le thème, institution, croissance et bien-être en zone CEMAC. Ça veut dire quoi tout ça? Bon, la zone CEMAC, c'est la communauté économique monétaire d'Afrique centrale, l'équivalent de l'UEMOA en Afrique de l'Ouest. Effectivement. Donc quand je parle d'institution, c'est l'ensemble de normes, règles et lois qui régissent une vie en société en fait. Et là, je voudrais voir comment, parce que généralement, il y a un débat où les gouvernants disent qu'ils font de leur mieux pour améliorer le bien-être de la population et la population qui dit que le gouvernement ne fait pas mieux pour pouvoir améliorer. Et souvent, le gouvernement prend comme excuse qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de retours. Alors, mon travail consistera à voir lors d'une croissance enregistrée, est-ce que, parce que la croissance est vue comme... Les effets de la croissance de la population. Oui, mais d'abord... Ça, c'est un grand débat parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que, bon, la croissance, même à 2 chiffres, c'est pas toujours très évident dans le quotidien des populations. Voilà, d'où l'implication maintenant des institutions, parce que qui est censé repartir ce profit, parce qu'une croissance c'est un profit qu'enregistre un pays, donc qui repartit bien, qui devrait repartir cette croissance, c'est le rôle des institutions, donc le gouvernement et autres. Est-ce qu'ils font bien usage de cette période de croissance pour pouvoir améliorer le bien-être des populations? On sait que le Tchad est un pays producteur de pétrole, et on sait que le pétrole n'a pas encore fait beaucoup de bien. Non, pas vraiment, c'est ça le problème. D'accord. Bien, on va prendre la direction d'un pays qui est juste à côté du Tchad, c'est le Cameroun. D'accord. Bonjour Carole, là-bas se trouve Carole, elle se trouve à Yaoundé. Bonjour Carole.
Voilà, Georges, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Ah, je vous entends pas bien, je vous sens pas bien, vous n'êtes pas bien réveillé? Je suis très bien réveillée. Je parle bien, je ne sais pas pourquoi vous ne m'entendez pas. Je disais bonjour à vous, Georges, bonjour à ma voisine. Oui. Bonjour. Oui, donc, chère voisine. Bonjour. Voilà. Alors, elle vous, Bonjour à Helena. elle vous remplace un peu à Dakar ici, hein? Elle est en train de faire ses études. Ah oui. Parce Dakar, que, c'est une... moi, dans ma classe, dans ma salle de classe, il y avait 6 nationalités dedans. Combien de nationalités? De classe comme ça, 6 nationalités. 6. J'avais des camarades tchadiens, il y avait deux tchadiennes, il y avait 5 maliens, j'étais avec une seule compatriote camerounaise, Ouais. il y avait une nigérienne, une gabonaise, des gabonais, parce qu'ils sont nombreux à étudier là-bas. Il y avait également des Ivoiriens, donc voilà, j'étais en Afrique. Ouais. Ok. Alors donc, Dakar est un bon concentré de nationalités africaines diverses. Et vous les côtoyez au quotidien? Bien sûr, bien sûr. Même dans les écoles, bon, partout, hein, on peut croiser beaucoup de nationalités, diverses nationalités en tout cas. Ok. Carole, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun cette semaine? C'était calme? Ou bien toujours, Non, pas du tout. ou bien Pas du toujours tout, mouvementé? C'était le contraire. C'était très mouvementé. Depuis hier, c'est tous les Camerounais qui pleurent la disparition de 2 compatriotes, un qui était lesquels? Camerounais, affecté dans la zone anglophone du sud-ouest, la zone anglophone qui est en crise, qui est en guerre, et une petite fille âgée de 5 ans qui est morte par balle. Oh là là, c'est des nouvelles... Carole. Des nouvelles tristes. Oui, cette petite Carole Louise, c'est une Carole Louise qui était âgée de 5 ans. Elle se rendait à l'école lorsqu'elle a reçu cette balle tirée par un gendarme, tirée accidentellement par un gendarme. Voilà, une fille qui ne demandait qu'à vivre et à évoluer dans cette Afrique. Malheureusement, elle a été fauchée. C'est difficile à entendre ça, mais bon, on est obligé de l'accepter, tout en serrant les dents et les poings. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. En fait, c'était un contrôle routier et apparemment, cette voiture, selon le comité du gouvernement, le comité du gouvernement, un véhicule qui a refusé de s'arrêter à un contrôle routier et l'un des soldats qui était à ce contrôle-là, parce que vous savez très bien que ce n'est pas la police qui est dans les zones anglophones de Cameroun, c'est les forces de défense et de sécurité, et des gendarmes et des militaires, parce que ce sont des zones en guerre. Donc l'un des soldats qui est à ce contrôle routier n'a pas accepté cet affront de ce conducteur de ce véhicule et il a pris une autre voiture pour se mettre à la poursuite de ce véhicule. Et arrivé à un point de rencontre, il y a eu des échauffourées entre le conducteur du véhicule qui refusait toujours d'être checké, d'être contrôlé. Et il a donc voulu encore prendre une deuxième fois la fuite. C'est là où le gendarme a tiré. Ouais. Le ministre de la Défense appelle ça des tirs de sommation qui étaient inappropriés, inadaptés à la circonstance. C'était pas la posture à prendre. Et l'un des coups de feu a traversé le véhicule et a touché cette petite fille qui est assise derrière ici est arrière du véhicule. Et voilà, il a été touché à la tête et il est mort sur le champ. Et c'est bien dommage. Ses parents l'ont amené à l'école. C'est bien dommage, vraiment dommage. On est vraiment triste que cette histoire s'achève de cette façon avec la mort de cette fillette. Ce n'est pas fini.
fini, hein, ce n'est pas fini, parce que, comme je vous l'ai dit, la région du Sud-Ouest, notamment la ville de Buea, la capitale du Sud-Ouest, où s'est produit le drame, cette ville est en guerre et judiciaire sous tension. Les Zamba Boys, ceux qui sont appelés ainsi par le gouvernement, c'est-à-dire les séparatistes anglophones, ceux qui aimeraient avoir leur indépendance du pays Cameroun, se sont incrustés dans la population pour commencer le gouvernement qui profite de la situation. On a presque envie. La terreur. Donc les populations sont terrées chez elles, personne ne sort, parce que j'ai appris tôt ce matin que l'axe qui relie la capitale de cette région, Buea, à une autre ville de la même région, Kumba, où la guerre est intense, cet axe-là a été coupé par les séparatistes. Personne n'entre, personne ne sort. Ok, alors bon, c'est noté. On a presque envie de vous fuir quand on entend ce genre d'informations, des informations difficiles à digérer. Malheureusement, c'est ça qui rythme le quotidien d'un certain nombre de pays. Je suis presque obligé de vous abandonner. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Une histoire triste, hein, difficile, dans une zone compliquée. Effectivement. Bon, déjà, a priori, on s'attendrait à ce que des choses comme ça n'arrivent pas. Parce que, vu l'histoire, j'ai eu à lire également sur les réseaux sociaux et autres, c'est que apparemment le policier a tenté d'arrêter la voiture, mais la voiture est juste passée. Sans sentir dans les pneus. Effectivement, on ne sait Encore pas. Encore faut-il être adroit. Ouais. Est-ce que nos forces de l'ordre, après l'école de gendarmerie, l'école de police, apprennent à tirer? Bon, est-ce que c'était nécessaire de tirer? C'est d'abord là la question en fait. Est-ce que c'était nécessaire de tirer? Il pourrait avoir une voiture pour poursuivre ou une moto. Bon, est-ce que c'était nécessaire de tirer? Était-il nécessaire de tirer? Ok. Si oui, il fallait tirer dans les... En tout cas, il n'est plus de ce monde, hein, le gendarme. Effectivement. La lèche. Aïe. Bon, je vous abandonne, Carole. C'est trop dur à supporter. Je vous le conseille. Ok. On va en Turquie. Vous avez entendu parler de la Turquie, hein? Ouais. C'est un pays qui est en train de monter et qui est en train même d'avoir de l'influence en Afrique. Ouais. Prend position en Libye où c'est un peu chaud. Je sais qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en train d'engager des relations, surtout commerciales, avec la Turquie. Ouais. Et l'entrée en Turquie est un peu plus facile pour les Africains qu'entrer en Europe. C'est vrai qu'ils sont nombreux les Européens qui ne veulent pas reconnaître que la Turquie est sur le territoire européen. Mais bon, ça c'est un autre débat. Là-bas se trouve une autre Georgette qui s'appelle Marisa, qui est d'origine gabonaise. Bonjour Marisa. Bonjour Georges. Je suis content. Bien? Ça va bien. Je suis content que vous soyez souriante. Oui, c'est la chose à garder dans la vie, hein, au-delà de tout ce qui peut arriver. Oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'une journée sans sourire ou sans rire, c'est une journée perdue. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense comme lui. Je pense qu'il y a que ça pour nous réconforter quand les choses sont un peu difficiles et que ça ne coûte rien du tout et ça illumine toujours la vie des personnes qui le reçoivent. Donc oui, le sourire, c'est important. Mais il faut reconnaître aussi que des fois, sourire ou bien rire devant les difficultés, c'est pas un exercice évident. Hein? C'est pas toujours facile, mais pour ma part, c'est une sorte de thérapie. Ah bon? Sourire, c'est une thérapie pour moi. Ok, alors vous continuez d'avancer dans la connaissance d'apprentissage de la langue turque? Effectivement, on continue. Qu'est-ce que vous avez appris cette semaine? Une semaine pleine d'apprentissage de la langue turque. Vous savez dire bonjour, je crois. Oui, je sais dire bonjour. C'est quoi? Il y a Merhaba qui veut dire un peu comme salut en français. On peut le dire à toute heure de la journée. Rappelez-le nous. Il y a Gaiden qui est bonjour. Rappelez-nous ça, comment on dit? Merhaba. Merhaba. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gladys, qui nous rejoint aujourd'hui? Merhaba Gladys,
Nastilstil, ça veut dire comment tu vas, et ensuite sois la bienvenue parmi les Georgiennes. Là, j'ai pas encore le niveau en turc, donc je vais le dire en français. Sois la bienvenue parmi les Georgiennes. Merci, merci. Ok, d'accord. Alors, vous êtes là-bas, c'est vrai que vous ne comprenez pas encore bien le turc, mais quels sont les événements qui vous ont frappé? Il y a des choses qui vous ont frappé? Bon, dans la ville dans laquelle je suis, comme je disais tantôt, c'est une ville plutôt calme où la vie est paisible, les gens sont accueillants et qui a beaucoup de sécurité également. Maintenant, en termes d'actualité, je suis peut-être partie du Gabon, mais je reste quand même là à scruter les informations du pays et à voir ce qui se passe. Donc, connecté au Gabon. De ce qui rythme un peu l'actualité au niveau du Gabon cette semaine. Alors là-bas, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Au pays de la Zingo. Au pays de la Zingo, au pays des panthères. Voilà, au pays des panthères. Alors là-bas, les choses sont toujours rythmées au rythme, je vais le dire comme ça, de la Covid-19. Ça monte toujours ou bien ils ont pu stabiliser les choses? Au rythme de la Covid-19, parce que est-ce que la contamination continue de monter? Donc, selon le dernier rapport, on a 539 nouveaux cas, 100 000 personnes ont été hospitalisées et 26 personnes admises en réanimation. C'est que ça a baissé? Pardon? C'est que ça a baissé parce qu'on était à 300 il y a quelques jours. Non, je parle de nouveaux cas, mais en termes de cas actifs, nous sommes à 5179 cas actifs. Ça, c'est le total, oui. Des cas actifs. Mais les nouvelles détections, donc selon les derniers dépistages qui ont été faits, il y a 519 nouveaux cas, 539 nouveaux cas, rien que cette semaine. Ouais. Ça veut dire que... C'est énorme. Et justement, dans cet élan-là, il y a le POPI, donc qui est l'organe de gestion de la crise nationale, de la crise sanitaire au niveau national, qui ne fait qu'organiser plein de séminaires. Et donc, cette semaine, il y a eu un séminaire de renforcement de capacité pour les personnes qui doivent gérer la crise sanitaire et notamment leur donner plus d'aptitude à gérer les cas graves de Covid-19. Et donc là, on avait bien sûr les praticiens du secteur santé au niveau national, on avait certains représentants de l'OMS et bien sûr le COPI qui lui est l'organe de gestion de la crise sanitaire. Donc, et il y a encore la COVID-19, oui. Il y a encore le couvre-feu. Le couvre-feu? Oui, il y a toujours le couvre-feu. À quelle heure? 21h? Bon, quand moi je suis partie, on était à 21h. Ouais. Et ça n'a pas changé depuis, je pense pas, ça aurait fait du bruit. Il y en a certains qui... Ça n'a pas encore changé. Il y en a qui craignaient que ça redescende à 18h encore. Oui, on est toujours sur les 18h, le plafond il est très bas. Au regard des rapports, on se dit que forcément le gouvernement va bientôt prendre des mesures drastiques pour essayer de rectifier le tir. Parce que 500 cas sur le dernier rapport, avec plus de 5179 cas actifs, c'est énorme. Et on sait que pour beaucoup moins que ça, on nous a dernièrement mis des mesures assez drastiques liées à la Covid-19. Donc on se dit que forcément le gouvernement va bientôt réagir face à ces données-là. Ok, alors on continue d'observer la situation au Gabon, la situation concernant cette pandémie au Gabon. Alors vous nous donnez soif de musique, tout autant que vous êtes. Marisa, Carole, Adrienne, je ne vous ai pas oublié, je sais que vous êtes de retour. Malheureusement, on n'a pas encore pu le chérir. C'est quoi ce... Qui a fait quoi? C'est pour dire que vous êtes là? C'est pour dire que vous êtes bien présente? Ben oui, ça vous dit que je suis là. Ok, d'accord. Et vous êtes revenu. Nous sommes contents avec le sourire. Et nous avons avec nous Gladys. La musique sénégalaise, ça vous inspire, ça vous dit? Vous l'écoutez beaucoup? Bon, pas vraiment. Hein. Pourquoi? Pas vraiment. Mais il m'arrive d'en suivre en fait. Oui, mais pourquoi pas vraiment? Vous n'aimez pas la musique? Oui, je ne J'ai pas encore rencontré beaucoup de gens qui n'aiment pas la musique. C'est pas que je n'aime pas la musique, c'est juste que je passe moins de temps
En travaillant, on peut écouter la musique. Ouais. Bon, alors, on va régler ce problème-là. À partir d'aujourd'hui, écouter beaucoup de musique sénégalaise parce que les artistes sont nombreux, les talents également et les productions, alors, ça, c'est chaque jour qu'il y en a. Alors, aujourd'hui, on a décidé de monter le volume. Celle qui était ici à votre place la semaine dernière, elle avait entendu parler de morceaux du volume. Vous savez qu'on danse beaucoup en Afrique et on danse bien au Sénégal, le mbala. Nous avons décidé de vous proposer un morceau d'un garçon qui s'appelle Advisor et qui chante pour vous volume. Eh bien, si vous n'entendez pas bien, montez le volume, ça va vous permettre de sentir toutes les vibrations de cette musique. De la très bonne musique sénégalaise, j'espère que vous avez apprécié. Ouais. Il vous arrive de danser? Oui, ça arrive. Vous n'écoutez pas la musique, mais vous dansez? Non, c'est un problème de style en fait, parce que je suis plus le style gospel. Donc ça m'a fait, je me rappelle un chant du chanteur Bernard Sissa. Lui aussi, il est sénégalais, il fait un peu d'accord. Vous êtes dans le gospel, vous aimez bien le gospel? Oui. Mais, le gospel, c'est pour s'inspirer, peut-être pas pour danser forcément, non? Si, ça peut faire danser. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. Donc très croyante? Oui. Ok. Vous allez à l'église tous les dimanches? Oui. C'est sûr, hein? Très sûr. Ok, d'accord. Oh, c'est super. J'ai une compatriote. Ah bon? Adrienne, vous allez à l'église également tous les dimanches? Tous les jours. Ah, tous les jours? Oui, tous les jours. Ah, c'est pas seulement le dimanche, hein? Non. Ah bon? Tous les jours? Tous les jours. Il y a des messes à 18h, 18h30, j'y suis. Ah bon? Oui. Ok. Bon, permettez-moi de vous demander. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous n'avez plus rien à dire. Qu'est-ce que vous recherchez tous les jours à l'église? Comment? Qu'est-ce que vous recherchez tous les jours à l'église? Mais non, ça fait du bien de rendre gloire à Dieu. Vous savez, ce matin, nous sommes tous là. Nous avons de la chance encore de. Mais ça se fait 24 heures sur 24 dans la vie quotidienne. 24 heures sur 24. Et puis, bon, il ne faut pas seulement se dire que bon, je crois en Dieu et puis ne pas aller au temple. Il faut aller quand même à l'église. Dans le Saint-Tabernacle, il y a le Seigneur qui est là, il faut aller lui rendre visite, il est tout seul enfermé dans le tabernacle et tout ça, vous voyez, on dit que Dieu il est partout, Dieu est partout en tout lieu. Mais il est partout en tout lieu, mais dans le Saint-Tabernacle, il y a le Saint-Sacrement qui est là. Donc il faut aller faire l'adoration. Ok. Bon, alors, c'est entendu, c'est noté. Deux chrétiennes. Carole, non? Non. Non. Ok. Marisa? Oui, je suis chrétienne, même si je ne vais pas à l'église tous les jours. Vous allez à l'église tous les jours? Non, je n'y vais pas tous les jours, mais je prie tous les jours au matin et au coucher. Chaque dimanche, vous allez à l'église? Non, je ne vais pas à l'église chaque dimanche, mais comme je le dis, je prie chaque matin et chaque soir. Chaque matin et chaque soir? Et chaque soir. Et souvent avant de manger, non? Oui, avant de manger, on remercie le Seigneur pour la nourriture, mais ce n'est pas souvent une prière aussi intense que celle du matin et du soir. Mais des fois, devant ce genre de prière-là, la prière devant la nourriture, je dis, mais plutôt que de dire des fois, Seigneur, donne à manger à ceux qui n'en ont pas, pourquoi vous n'inviteriez pas quelqu'un à venir manger avec vous? Bon, c'est pas ça le débat. Ne vous en faites pas. Le débat, c'est le sommet France-Afrique qui continue de faire couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et qui continue de faire des vagues. Vous étiez d'accord pour la tenue de ce sommet, Gladys? Oui, parce qu'il faut toujours discuter en fait, il faut toujours dialoguer. Mais la façon dont les choses ont été amenées, il y en a qui ne sont même pas d'accord, qui disent ça aurait dû ne pas se tenir. Pas vraiment, parce que bon, il y aurait toujours une manière de le faire et peut-être que tout le monde ne serait peut-être pas d'accord. À mon avis, bon, ça faisait comme si, en fait, ça donnait une position un peu supérieure de Macron par rapport aux autres également, le président Macron. Et c'était un peu comme si, voilà, venez, je vous écoute. Ok. Alors, on a eu les avis de Carole la semaine dernière, de Marisa également. Adrienne, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que M. Macron, Emmanuel, le président de la France, a convoqué à une rencontre qu'il a appelée un sommet France-Afrique des Africains, société civile, jeunes? Qu'est-ce que ça vous a fait? Comment vous avez ressenti cela?
comme Gladys l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était plutôt faire un peu sa propre publicité, surtout que nous savons que la campagne présidentielle est en cours en France actuellement. Donc il est l'innovateur parce que j'ai essayé de retenir quand même quelques-unes de ses phrases. Vous me permettez de trouver, il est l'innovateur de ce jeu de mots. Donc il a dit qu'on fasse de ce sommet un événement inédit, le premier d'une longue série, qu'on arrive à bâtir une méthode que plus rien n'arrête. Okay. Donc moi je crois que M. Macron a voulu démontrer un peu, nous faire comprendre, ici en Italie par exemple l'expression veut dire on met les mains devant, c'est-à-dire il a convoqué toute la jeunesse africaine, mais nous sommes tous de la nouvelle génération, vous et moi nous avons pratiquement le même âge, ce qui s'est passé ce n'était pas de ma faute, moi je ne pourrais rien changer, mais voilà, je vous réunis, on en parle, moi je porte le nouveau costume pour battre ma campagne. Dites ça en italien, mets les mains devant. Dites ça en italien, mets les mains devant. Metto le mani avanti. Metto le mani à quoi? Metto le mani avanti. Ok, d'accord. Alors moi donc c'était juste, moi je crois que c'est juste sa propre publicité qu'il a voulu faire et puis bon, pour peut-être faciliter un peu les choses au niveau de la France qu'on essaie de voir. Sinon il n'a rien changé. C'est pour dire que je peux vous malmener comme je veux. Je veux dire que ce sont les mêmes choses. Mais bon, voilà, c'est à nous de comprendre que nous devons arracher notre liberté, nous devons créer notre propre histoire, parce que lui il dit que c'est la France qui continue d'écrire son roman, sa belle histoire. Il dit que bon voilà, un seul pays comme la France peut pratiquement gérer un continent à peu près de plus de 54 pays. Donc bon, écoutez, il y a tellement de choses à voir et il est là, ils ne pourront pas nous lâcher. C'est le loup, le gros loup qui a ses agneaux, voilà, il en fait ce qu'il veut. Donc bon, moi je dis que ça n'a rien changé, nos dirigeants ne feront rien parce qu'il n'a pas abordé quoi que ce soit, les sujets, le CFA, on n'en a pas parlé, les problèmes réels, il a essayé de citer un peu tous les avantages qu'on doit donner par exemple à la jeunesse et tout, mais qu'est-ce qu'on peut réellement donner à la jeunesse quand même nos présidents vont en France, qui sont à l'Élysée, qu'on leur tend le tapis rouge quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Donc moi je me dis que ça a été juste une petite balade, puis bon voilà, chacun s'est présenté ce que chacun pouvait dire, chacun a énoncé, et puis bon voilà quoi, ça continue, c'est l'histoire. À nous d'arracher la liberté, de faire comme les autres États, en Asie, les Chinois, n'importe où, tous ceux qui sont en train de se lever pour faire ce qu'ils ont envie de faire de leur État, c'est tout. Bien parlé. Et ils sont nombreux, hein, ceux des Africains qui pensent que ce sommet aurait dû ne pas avoir lieu. Je vous donne à suivre le commentaire d'un compatriote africain qui s'appelle professeur Dokbatounou. J'espère que je prononce bien, mais en tout cas, il a des paroles assez fortes. Celui qui vous pille, celui qui a créé des problèmes dans vos maisons, c'est pas lui qui a à vous donner les solutions pour résoudre ces problèmes et de surcroît vous inviter encore chez lui. Vous n'avez pas de chez, vous les Africains, vous n'avez pas de chez, vous n'avez pas un pays où on peut faire un sommet. Vous dites que vous voulez défendre nos intérêts, vous dites que vous êtes venu en France pour parler vérité aux Français. Est-ce qu'on dit la vérité à quelqu'un dans sa maison, non? Est-ce qu'on a le courage de dire la vérité à quelqu'un dans sa propre maison? Non, tu peux être n'importe qui. La vérité se dit là où on est à l'aise. Dans ce que vous avez fait à Montpellier, c'est nul et non avenu. Ça ne va rien changer. Quelle garantie vous avez reçue? Quelle promesse écrite on vous a fait? Vous qui m'avez envoyé des vidéos de la Burkinabé, je vais faire quoi avec ça? C'est ça qui va libérer l'Afrique? C'est cette vidéo qui va nous libérer? C'est cette vidéo qui va mettre fin à la sorcellerie France-Afrique? Non. D'abord, il fallait réfléchir. Pourquoi d'un seul coup, ce ne sont plus les chefs d'État qu'on a invités, mais nous, la jeunesse? Parce qu'ils savent que vous vous soulevez. Ils savent qu'il y a un sentiment anti-français très grandissant actuellement en Afrique. C'est pour ça qu'ils vous ont fait venir là-bas pour vous amadouer, pour vous calmer. Sinon, il n'est pas content, hein? Et ses mots sont clairs et nets et il les a trouvés pour le dire bien et je crois que son message est partagé par de nombreux Africains. Quel est votre commentaire, Gladys? Bon, moi déjà, lorsque je suivais le sommet, j'ai eu un sentiment en fait
Déjà, j'ai comme l'impression qu'il veut voir, que le président Macron veut voir jusqu'où la société civile est prête à aller en fait. Parce que il pouvait très bien. En fait, il y a les chefs d'État qui lui font des rapports, des retours par rapport à ce qui se passe dans leur pays. Et même ses ambassadeurs, les ambassadeurs français dans nos pays. Ils se plaignent et il voudrait voir lui-même de ses propres yeux, si on peut le dire comme ça, si ce qu'on lui rapporte est vrai, en fait. Parce que lorsqu'il convoque par exemple les gens comme la société civile, telle que les artistes, déjà, ils côtoient les citoyens et autres. Donc, ils connaissent la réalité des citoyens. Il invite par exemple les entrepreneurs qui connaissent également ce qui se passe sur le terrain. Donc ça dit que c'est des gens comme l'a dit Madame Elda, qui disait qu'en fait il savait qu'ils allaient venir lui dire la vérité en fait, sans filtre. Ce qui se passait vraiment. Donc, moi, je me dis qu'il n'est pas surpris de ce qui a été dit. Il connaît déjà. Mais il voudrait voir jusqu'où cette société civile est prête à aller, en fait, à partir. Ok, et il a vu, bon, ça s'est tenu. Oui. Beaucoup ne sont pas d'accord, mais il a vu qu'il avait affaire à une jeunesse africaine qui n'a rien à voir avec les présidents africains, n'est-ce pas? Pas du tout. Et qui est déterminée. Et je crois que, bon, il dit que c'est la première rencontre d'une série. Bon, je pense que les autres rencontres qui vont être prévues vont être beaucoup plus difficiles à mettre en place compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu surtout du fait que, selon moi, il n'a pas totalement joué le jeu concernant le Tchad. Sur le Tchad, il a raconté une histoire qui ne tient pas debout parce que la formule pour remplacer un président qui décède, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est pas ce qui s'est passé, mais il a soutenu le changement militaire et ainsi de suite. En tout cas, sur le CFA, il a botté en touche. Voilà, c'est ça. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'il a fait cette rencontre? Peut-être que Carole va nous dire. Carole, vous pouvez lire dans les pensées de Macron, Emmanuel Macron? Oui, la seule chose que je lis dans ses pensées, c'est que je compte bien remporter la prochaine élection présidentielle. C'est tout. Voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Pardon? J'allais dire, qu'est-ce que nous, Africains, on a à y voir? C'est la question que la jeunesse africaine de Montpellier devait... Même si nous sommes liés par l'histoire. Oui. Ceux qui ont participé à ce sommet devaient nous demander qu'est-ce que nous on a à voir avec les contrats, parce que la France aussi, les contrats militaires, les contrats économiques et tout ça. La jeunesse africaine n'a pas de pouvoir de décision. Il n'y avait aucun décideur dans cette jeunesse-là. Donc, quand Macron dit c'est la première d'une longue série, ça va se passer quand? Est-ce qu'il est sûr de remporter l'élection présidentielle? Il parle de quelle série? Est-ce que son successeur va poursuivre ce que lui il a commencé? Si jamais son successeur est un socialiste. Carole, permettez-moi de vous faire un républicain. Permettez-moi de vous faire suivre, de vous faire entendre et voir Emmanuel Macron avant qu'on ne parte en Turquie retrouver Marisa. Je vous donne à écouter et à voir le président français Emmanuel Macron. C'est juste un extrait de ce qui s'est passé vendredi dernier à Montpellier en France. Troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique, ce que fait Ado ». Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois, c'est plutôt le chemin qui est suivi. Donc, j'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Ces situations ne sont pas comparables. Ce ne sont
J'ai envie de rire. Hein, Alors, Monsieur Macron, il ne faut pas se payer la tête des Africains quand même, hein, parce que la Côte d'Ivoire a des textes, comme le Tchad, des textes, et comme au Tchad, il accepte que ces textes ne soient pas respectés. C'est déplorable en fait. C'est un exercice bizarre hein, auquel il se livre. Moi, ce qui me fait un peu rire dans tout ce qu'il a dit, c'est que j'ai fait en sorte qu'il est en tant que... En tant que qui? Carole, en tant que qui? Vous avez rigolé aussi en même temps que nous? Finalement. Et, en fait, vous savez, hein, c'est une continuité parce que je me rappelle encore de ce discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Et beaucoup, surtout les historiens africains, historiens et écrivains africains, s'étaient levés pour dire quel discours infantilisant. Alors, ok, alors j'ai une question, Carole, pour vous. Puisque vous êtes du Cameroun, j'ai une question pour vous. Celui qui a piloté, l'une des personnalités ayant piloté cette rencontre, c'est M. Achille Mbembe, d'origine camerounaise. Il a été, j'allais dire, lynché à la fois au Cameroun et un peu partout en Afrique. Parce qu'il avait il a toujours pu apporter le costume d'un panafricaniste, c'est comme ça qu'on l'a connu. Donc c'était assez étrange que les panafricanistes soient celui qui est au fur et à mesure de l'organisation d'un sommet tel que celui-là. Vous savez ce qu'on a envie de poser comme question à M. Achille Mbembe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, hein, les hommes changent, hein, les hommes changent avec les circonstances de la vie également, les circonstances de la vie, les hommes changent. Ok. Marisa, c'est quoi votre commentaire? Bon, sur le sommet Afrique-France, surtout le sommet, sa forme, son contenu, le discours de Macron qui s'est payé la tête de ses... Il a invité, convoqué les jeunes, la société civile. Ils sont venus, mais il leur a raconté des choses difficiles à digérer. Moi, sur le sommet Afrique-France, déjà sur la forme en elle-même, je disais que je savais en fait le fait qu'aujourd'hui ce soit la jeunesse, la société civile qui soit à ce sommet-là et pas le chef de l'État. Parce que c'était un moyen déjà pour la France, même de manière indirecte, d'accepter que les chefs d'État ont en quelque sorte échoué dans un rapport de vérité par rapport aux citoyens. Maintenant, sur le contenu en lui-même, et je le dis toujours, et à chaque fois qu'on a eu à parler de l'Afrique par rapport au reste du monde, je disais qu'on ne nous donnera jamais notre liberté. On est dans une relation où chacun tire le drap de son côté et chacun tire pour ses intérêts. Donc ce n'est pas un Macron qui viendra vous donner la voie ouverte pour retirer tous les intérêts que la France a en Afrique. C'est impossible. Bon, j'ai une petite question pour vous. Cette société civile-là a dit clairement ce que l'Afrique attendait, mais qu'elles ne se disent pas que parce qu'elles ont fait ce rapport-là en disant exactement ce qu'on veut, que la France va nous donner exactement ce qu'on veut. C'est impossible. La France la preuve va essayer de garder ses intérêts et l'Afrique doit comprendre que personne, à part elle-même, ne viendra lui donner sa liberté ou ne viendra lui restituer ce qui lui est devenu de droit. Il faut qu'on apprenne à être un. Et quand je dis un, je parle de l'Afrique entière. Okay. Qu'on apprenne à être un et qu'on apprenne à se battre pour ce qu'on veut récupérer, pour ce qui nous appartient. C'est comme ça que les autres ont fait. La Chine n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui tendre la main pour dire mais bon, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux chez toi? C'est impossible. Tant qu'on ne se sera pas levé seul d'une même voix pour essayer d'arriver à un idéal commun, aucun continent ne viendra vous donner ça. Parce que moi, je me vois mal. C'est bien compris, Marisa. C'est bien compris. Et on sait que dans les exemples que vous citez, vous avez parlé de la Chine, on peut ajouter le Vietnam. Le Vietnam qui s'est battu contre la France, qui a éliminé la France et qui s'est battu contre les géants, les États-Unis, et qui a réussi à vaincre les États-Unis. Le Vietnam aujourd'hui respire, on a envie de le dire, avec ses deux narines. Mais question,
que je pose à toutes les quatre. Dans quelle position se trouvent, selon vous, les chefs d'État africains? C'est-à-dire, ce sommet, il a eu lieu, etc. Vous seriez chef d'État. Qu'est-ce que vous auriez fait maintenant? Marisa, je commence par vous. Bon, déjà, de vous êtes savoir chef ce que d'État. j'aurais fait, je ne sais pas, mais une chose est certaine, c'est que je me serais sentie très frustrée. Frustrée. Oui, frustrée. De me dire, dans ce sens où je suis chef d'État, c'est que j'ai été démocratiquement élu, entre guillemets, et que je suis donc la personne apte à représenter mes concitoyens et à donner leur avis, leurs propositions ou à transmettre leurs besoins par rapport à X ou Y situation et également à défendre leurs intérêts. Et donc de me dire où on va à un sommet où on est censé parler des problèmes de mon pays et de ce qu'on aimerait résoudre, je n'y suis pas invitée, de manière indirecte me dire clairement soit tu es incompétent, soit tu es illégitime. C'est noté. Donc, c'est noté. Oui, j'aurais été frustrée. C'est noté, Marisa. Adrienne, vous, quel est votre... vous êtes chef d'État d'un État, vous êtes chef d'État d'un pays africain. Ce sommet a eu lieu. Vous êtes dans quelle posture? Bon, la première chose que je voudrais vous dire, je voudrais savoir s'il y a un chef d'État africain qui serait capable d'inviter les ressortissants européens et faire ce que Macron a proposé à la jeunesse africaine. Ça, c'est la première des questions que je me pose. Est-ce que sur notre continent, on a un chef d'État qui pourrait faire cela? C'est non, de toutes les façons. La réponse est non. Ben voilà. Donc, les chefs d'État, il y a la frustration, mais en même temps aussi, je dirais que les chefs d'État doivent craindre encore plus parce qu'eux-mêmes, ils ont livré leur jeunesse. Parce que quand Macron parle de la jeunesse africaine, on voit très bien que c'était pour, prendre la température. C'est-à-dire ils ont joué avec nos aînés. Ils savent que la nouvelle génération est vraiment, comment on peut dire, je ne dirais pas agressive, mais elle est prête à arracher sa liberté. Donc il faut qu'ils étudient le terrain maintenant pour voir de leur côté là-bas les nouveaux présidents qui vont arriver, comment est-ce qu'ils vont affronter l'Afrique pour continuer de piller. C'est tout un programme qui est établi. C'est pour voir comment est-ce qu'on va travailler avec la nouvelle génération, comment est-ce qu'on va pouvoir toujours les enfoncer, puisque maintenant ils sont intelligents, ils sont encore plus intelligents, ils ont plus de haine et tout. Non, n'oubliez pas que je dis que vous êtes chef d'État, là, à l'instant où vous parlez. Non, pour l'instant, en tant que chef d'État, c'est la frustration, il n'y a rien à faire. Et puis vous croisez les bras. Il n'y a rien à faire. Vous mettez la tête sous les oreillers. Oui, c'est tout. Mais c'est ce que tous nos chefs d'État sont en train de faire. Ok, d'accord, c'est compris. Carole, vous êtes chef d'un État africain. Après ce sommet, vous vous sentez comment? À français. Comment? Je serai à français. Ok. Oui, parce que je ne suis pas sûre, je peux mettre ma main au feu que les chefs d'État africains, des États francophones, étaient au courant qu'ils ne seraient pas invités à ce sommet. Tout a été préparé, moi je peux mettre ma main au feu. Je savais très bien ce qui allait se passer. Donc, alors tout ça s'est passé. Vous êtes chef d'État. Vous avez ressenti ça. Comment? Vous êtes chef d'État. Vous êtes chef d'État à l'instant où je vous parle. Vous vous sentez comment en tant que chef d'État? En tant que chef d'État, je dis bien en tant que chef d'État africain d'un pays francophone, je suis à français. Parce que vous savez, on a tout organisé ensemble. C'est noté. Je me dis, c'est noté. On sait ce qu'on a fait. Ils ont l'habitude d'entendre ça dans les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, que ce soit dans les réseaux sociaux ou à la télévision, Mondovision comme ça, je ne sais pas s'il y a une différence des chefs d'État. Moi, je crois que ce qui compte pour eux, c'est de ne pas perdre leur trône, c'est tout. Parmi la jeunesse là, qui a été invitée par Macron, il y a ceux qui ont des liens de parenté avec les présidents qui sont en place. Donc, je pense qu'il y en avait peut-être des futurs dirigeants, tout ça. Les complices du pillage de l'Afrique. Dans cette jeunesse-là, il y avait des complices du pillage de l'Afrique. C'est pas parce qu'on a 40 ans, on a 20 ans, on a 25 ans, on est étudiant, qu'on n'est pas... qu'on sera un président blanc comme neige. Non, ce sont des futurs
les futurs conflits industriels de l'Afrique. Merci beaucoup. Il y en avait là-bas. Merci beaucoup, Carole. Avec tout ça, je pense en fait que même dans le cas où les présidents africains auraient été au parfum de tout cela, c'est le lieu de comprendre ici que personne n'est l'ami de l'Afrique, que c'est juste ses intérêts que l'ami de la France, et que c'est juste ses intérêts que la France protège. À partir du moment où il y a une nouvelle génération, ils seront tout de suite évincés et laissés à eux-mêmes pour compte. Donc, que ce soit la jeunesse africaine ou que ce soit la jeunesse, les présidents actuels d'aujourd'hui, ils doivent bien comprendre que personne n'est l'ami de l'Afrique avec ce sommet, et de savoir que à partir du moment où on ne fait plus partir du jeu politique et qu'on n'a rien à offrir à la France, on est évincé. Et donc, moi, je pense qu'on peut quand même appeler à un réveil de conscience de la part Marisa, je suis convaincu que les chefs d'État vous suivent, hein, tout autant que vous êtes, Adrienne, Carole, Marisa, Gladys. Et quand je regarde l'expression de vos visages, je lis bien la déception. Là, maintenant, je pose la même question à Gladys sur notre plateau ici à Dakar. Vous êtes chef d'État africain. Vous ressentez la chose comment? Bon, déjà, vous êtes chef d'État, hein? Oui, effectivement. Je prends ça de deux côtés. D'un côté, chaque fois, les présidents africains font un rapport au président Macron de ce qui se passe dans leur pays, de ce qu'ils entendent et autres. Quand bien même lui, il lit déjà ça sur les réseaux sociaux. Donc, d'un côté, c'est un sentiment de satisfaction dans le sens où lui-même, il touche du doigt de ce que les chefs d'État subissent. Et de l'autre côté, comme les autres l'ont dit, c'est genre, on ressent une frustration, un sentiment de peur. Et déjà les chefs d'État frustrés et apeurés. Oui, parce que déjà le président Macron a dit qu'il compte considérer au même titre la société civile et les présidents. Déjà, ça fait un sentiment il les met au même niveau, au même niveau. Et du coup, on pourrait déjà penser a priori que désormais, lorsque la société civile parle, le président Macron va également prendre en compte, tout comme ce qui sera dit par les chefs d'État en fait. Ok, ouais. C'est bien noté. Je crois que les chefs d'État, on attend votre réaction parce que ce silence qui entoure cette rencontre, ce sommet France-Afrique, votre silence, messieurs les présidents, est assourdissant. Il est trop lourd. On attend que vous réagissiez. Bon, et en attendant ça... Qui va réagir, Georges? Qui va réagir pour finir comme Sankara, comme... Oui, à propos de Sankara, c'était hier le 34e anniversaire, je crois, de sa mort, Thomas Sankara. Et puis, il faut dire que lundi dernier, le procès qui devait s'ouvrir a été reporté. Bon, mais la France d'Emmanuel Macron, dans son opération de charme, avait fait organiser un certain nombre de manifestations culturelles et artistiques. Ça, bon, il y a quelque chose que moi qui m'a plu là-dedans. Il y a eu un grand concert et à l'intérieur de ce concert, il y a eu une séquence là très intéressante, une reprise d'un morceau très connu, Assi Bonanga. Je crois que vous connaissez un morceau qui magnifie notre grand Nelson Mandela. Et un morceau sud-africain donc, repris par un collectif d'artistes africains. Et ça nous fait plaisir. Adrienne, cette chanson vous donne des émotions? C'est une très belle chanson qui magnifie un grand homme. Alors les Africains ne devraient pas oublier que plutôt que d'aller chercher je ne sais pas quoi chez le président français Emmanuel Macron, ils ne devraient pas oublier qu'ils ont eu de grands hommes. Thomas Sankara, comment? Kadhafi, ensuite on continue. Nelson Mandela, et ce sont des boussoles. Comment vous avez dit? Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, voilà, ce sont des personnalités qui ont laissé un patrimoine. Il suffit maintenant de prendre ce que ces personnalités ont dit, ont laissé comme pensée, et puis de les mettre en application. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à chercher, selon moi, hein. Rien à chercher, rien à prendre de l'autre côté là-bas. Il faut voir
voir ces personnalités comme des boussoles. Cela dit, il y a toujours des événements auxquels il faut prendre part. Nous avons décidé de vous informer à travers notre zigzag culturel et tenez-vous bien, aussitôt après, tac, il y a les gags pour rire. Tout à l'heure on a dit, une journée sans rire, eh bien c'est une journée perdue. Allons-y pour notre rubrique, le zigzag culturel. Le comité de lecture du concours du prix Les Afriques vient de sélectionner les 5 romans finalistes qui concourront à l'édition 2021 du prix. Le concours Prix Les Afriques est organisé par le Cercle des Amis des écrivains noirs engagés qui a pour but de promouvoir et de défendre les littératures produites par les écrivains africains et afrodescendants. Ce prix récompense depuis 2016 la fiction la plus importante de la littérature africaine et afrodescendante parue au cours de l'année précédant l'annonce du prix. Le prix est doté de 3,6 millions de francs CFA, d'une œuvre d'art d'une valeur de 3 500 francs suisses, d'une œuvre de l'artiste Montmarsec et de l'achat des droits d'auteur pour la zone Afrique francophone du roman primé en cas d'entente avec son éditeur. C'est début décembre que sera dévoilé. Depuis 1998, un festival rendant hommage à Fela Anikulapo Kuti, connu aussi sous le nom de Fela, a été créé et se nomme le Felabration. Ce festival annuel de musique et d'art a été initié par Yeni Anikulapo Kuti pour célébrer la vie et l'époque de son défunt père. Né le 15 octobre 1938 à Abeokuta et mort le 2 août 1997 à Lagos, Fela Kuti est un chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre et homme politique nigérian. Cette année, l'événement se fera en bimodal. Le Felabration, qui a commencé le 11 octobre dernier, va se poursuivre jusqu'au 17 octobre. Viva Nigeria, via Africa est le thème de cette édition 2021. Pour bon nombre de ses fans, Fela Kuti a non seulement laissé une marque indélébile dans l'industrie du divertissement, mais a également acquis une reconnaissance mondiale pour ses performances scéniques inégalées dans son genre musical. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le vendredi 8 octobre dernier la restitution à la Côte d'Ivoire d'ici la fin du mois d'octobre du Djidji Ayokwe, célèbre tambour parleur ébrié qui se trouve actuellement dans les collections du musée du Quai Branly à Paris. Utilisé comme un outil de communication entre différentes localités, le tambour parleur des Ébriers avait été confisqué par les colons français en 1916. La restitution du tambour parleur des Ébriers est saluée par les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Selon Claver Agwego Mobio, actuel détenteur du pouvoir traditionnel des Ébriers, la restitution prochaine par la France du tambour constitue un geste fortement historique. Le chef Mobio s'est par ailleurs dit très heureux d'apprendre cette nouvelle, la communauté ne s'attendant même plus à un retour de ce tam-tam qui était leur haut-parleur, leur Facebook. Fin 2018, la Côte d'Ivoire avait officiellement demandé à la France la restitution de 148 œuvres d'art. Le premier objet que nous demandons est le Djidji Ayokwe, le tambour-parleur du peuple ébrié. C'est un objet symbolique d'une grande importance qui a été arraché pendant la colonisation, avait précisé la directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire, Sylvie Memel Kassi. C'est le 12 octobre dernier que s'est ouvert le Kung Fu Show sino-africain, une plateforme d'échange et de démonstration destinée aux amateurs d'arts martiaux de Chine et d'Afrique. Cet événement multimédia est organisé par la province du Henan, située dans le centre de la Chine et connue pour être le berceau de la civilisation chinoise, pour promouvoir le Kung Fu Shaolin, qui fait partie du patrimoine culturel le plus précieux de la Chine et est un représentant exceptionnel des arts martiaux traditionnels chinois. La campagne Kung Fu Show sino-africain, lancée le 20 juillet dernier, a rassemblé des vidéos courtes d'amateurs d'arts martiaux de Chine et de 26 pays africains. Le thème de l'événement est « Pratiquons les arts martiaux ensemble ». Photographes, animateurs télé ainsi que plusieurs personnalités de la culture Kung Fu assistent à cette campagne. L'événement, qui se déroule en Chine, est retransmis via les médias ainsi que les réseaux sociaux et se poursuit jusqu'à ce 16 octobre. Différents prix seront décernés au cours de cet événement, prix de la meilleure organisation, prix du meilleur tournage, prix de la meilleure performance, prix de la popularité du réseau, prix du meilleur potentiel et mention honorable.
Les gars qui donnent les 50 000, les 100 000, les 500 000 aux femmes, là, vous faites ça comment même? Hier seulement que j'ai envoyé 4 000 à une fille. Depuis là, tout mon corps chauffe. Ok, faut pas avoir les yeux rouges. Moi, mon cher ami, si 4 000 francs que vous donnez, si ça fait que vous avez la température qui monte, eh bien, faut pas donner. Ok, alors rappelons-nous que nous avons des hommes africains, des hommes et des femmes d'Afrique de grande valeur. Tout à l'heure, on en a cité quelques-uns. Et je voudrais juste rappeler que depuis quelques jours, eh bien, le prix Nobel de littérature a été décerné à un Africain, un Tanzanien, du nom de Abdul Razak Gurna. Et c'est ce que nous vous proposons maintenant. Nous célébrons les grandes valeurs en Afrique. Le prix Nobel de littérature a été attribué par l'Académie suédoise à l'écrivain tanzanien Abdul Razak Gurna ce jeudi 7 octobre. Dans l'histoire de la littérature, c'est le deuxième écrivain d'Afrique noire à avoir reçu le prix littéraire le plus prestigieux au monde. Jusqu'ici, seulement 4 lauréats étaient issus du continent africain, l'Égyptien Naguib Mahfouz en 1988, les deux Sud-Africains Nadine Gordimer 1991 et John Coates 2003. À un seul auteur venait d'Afrique noire, le Nigérien Wole Soyinka en 1986. Abdul Razak Gurna, né en 1948 sur l'île de Zanzibar, est arrivé en Grande-Bretagne en tant que réfugié à la fin des années 1960. Il a publié 10 romans, parmi lesquels Près de la mer en 2006 et des nouvelles. Il est l'auteur d'Adieu Zanzibar et de Paradise, un récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés entre les cultures et les continents, souligne le jury. Le successeur de Louise Gluck, prix Nobel 2020, vit à Brinton et enseigne à l'université du Kent. Historiquement très occidental, le Nobel de littérature remis à Stockholm a tenu sa promesse, celle d'élargir ses horizons en remettant l'une de ses plus prestigieuses récompenses littéraires à un écrivain africain. Après les sciences en début de semaine, la saison des Nobel se poursuit vendredi à Oslo, avec le prix de la paix pour s'achever lundi avec celui de l'économie. Voilà, je parie qu'ils sont nombreux, les pays européens, les pays américains, etc., qui n'ont jamais eu de prix Nobel de la littérature, ou bien de prix Nobel tout court. Alors donc, chapeau à monsieur il faut rappeler son nom, Abdul Razak Gurna. Alors, en attendant que vous soyez prix Nobel de l'économie, et pourquoi pas, qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà, je vois que ce qu'il a rendu Nobel, c'était son vécu en fait. Et c'est quelque chose qu'il a expérimenté, c'est pas comme s'il a lu dans les livres comment s'est passée la colonisation ou le colonialisme ou bien l'état des réfugiés, la destinée des réfugiés et autres. Il a vécu la chose et il a su valoriser et interpeller les autorités sur cette population-là, les réfugiés et autres. C'est un romancier, en tout cas, il a écrit ses romans. Et persévérant, parce que c'est son dixième roman. Voilà. Et ça, c'est la leçon qu'on retient. Merci bien. Tout à l'heure, certainement, vous allez réagir, les Georgettes, mais permettez-moi de vous proposer encore de la très bonne musique. Et quand c'est comme ça, c'est de la musique qui vient du pays du récipiendaire, on va le dire. Donc, de la musique qui provient de Tanzanie. Je vous propose Rayvanny. Vous savez que la Tanzanie commence depuis quelque temps à être l'un des pôles en matière de musique et beaucoup d'artistes, beaucoup de bonne musique en provenance de ce pays.
J'espère que vous avez bien apprécié. C'était de la musique pour célébrer notre compatriote africain qui vient de remporter le prix Nobel de littérature, Abdulrazak Gurnah. Il faut bien le noter, c'est un Tanzanien, romancier, et cela nous fait énormément plaisir. Qui a toussé? C'est Adrienne? Non, je n'ai pas toussé. C'est Carole? Mais on a le droit de tousser. Non. Moi, j'ai toujours le plaisir d'écouter les musiques qui viennent de Tanzanie. Oui. J'ai l'impression qu'ils chantent presque de la même façon, Platinum et Eddie Kenzo. En fait, pas Eddie Kenzo, celui qu'on vient d'écouter. Avec le Swahili, c'est une très très belle langue. Très belle langue. Alors je vous invite à faire quelque chose, à ne pas aller forcément en France, mais à aller en Tanzanie. Je vous jure que si vous allez en Tanzanie, vous allez revenir complètement transformé, super heureuse, on va le dire. Ça c'est moi qui vous le dis. Oui, surtout que c'est une petite Europe. C'est une petite Europe, la Tanzanie. Je pense qu'il y a l'hiver là-bas, il y a la neige. Il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. C'est une Europe, c'est beaucoup dire. L'Afrique concentre l'Afrique est belle. Là, européenne, occidentale et tout ça. C'est un plaisir si le patron de la Belle veut bien m'envoyer là-bas. Ça va se faire, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Adrienne, il faut y aller. Marisa, il faut y aller aussi. Et puis. Je me demande je suis une citoyenne du monde et j'aimerais découvrir tous les coins et les recoins d'Afrique dans un premier temps et du monde ensuite. Ok. Donc je n'attends que ça. Une fois l'opportunité se et comme Carole l'a dit, le DG de la Belle nous offre les billets. On le dira. On va transmettre le message au DG de la Belle. Mais quand je vois vos sourires, j'ai peur de vous envoyer le prochain sujet. Vous êtes tellement gentil. Mais il n'y avait pas une autre réponse qui devait arriver. Carole, à mon absence, il a donné les autres réponses. Là, il n'y a pas beaucoup de temps pour donner encore des réponses. J'étais pas là, il fouillait à tous les contrôles routiers. Bon, ne vous en faites pas. Tout le temps. À la prochaine émission, je vous donne encore une réponse. Mais j'étais en train de vous dire que quand je vois vos sourires, vos visages bien jolis comme ça, j'ai peur même d'amener le prochain sujet. Mais on va y aller. Nous sommes prêtes. Les réalités sont ce qu'elles sont. Nous sommes très prêtes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les femmes sont méchantes entre elles? Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Maintenant, on plante le décor et on se retrouve tout à l'heure. Le jugement des femmes sur les hommes est rarement des plus tendres. Pour les femmes, les hommes fonctionnent comme de véritables empêcheurs de tourner en rond. Les hommes sont à la base des inégalités entre femmes et hommes. L'homme est un frein à l'épanouissement de la femme. Des femmes ont même déclaré que les hommes peuvent être jaloux de leurs femmes. Le salut des femmes viendrait-il donc des femmes elles-mêmes? Loin s'en faut. Curieusement, entre femmes, l'atmosphère qui prévaut a une forte odeur de soufre. Autant le dire, les femmes ont l'air de ne pas s'aimer entre elles. Mépris, jalousie, hypocrisie, coups bas, intrigue, empoisonnement, tout passe dans les relations censées être d'amitié entre les femmes ou entre sœurs. Comme illustration, cette affaire qui a fini au tribunal il y a quelques semaines. Une bagarre entre deux coépouses enceintes pour un pot de lait caillé a secoué le quartier Plateau à Tambacounda au Sénégal. En pleine cérémonie funèbre, la première servait du lait caillé à l'assistance. Débarque la maman de la troisième épouse qui demande à être servie en brandissant un imposant pot. Sa fille qui suivait la scène remarque que sa coépouse n'a pas rempli le pot de sa mère. Voilà. Alors très rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et comme on sait que vous, les Georgettes, vous n'êtes pas comme les choses ont été décrites dans le sujet tout à l'heure, commenté par Laura Fortes, eh bien, dites-nous rapidement comment améliorer les choses entre femmes. Je commence par Adrienne. Adrienne, comment améliorer les choses rapidement entre femmes? Il n'y a pas de magie. Si on m'accepte, je vous accepte. Si vous ne m'acceptez pas, ben voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai cette révolution. Donc, on ne peut rien faire. Je ne force pas les relations. Dès que je me rends compte que ça ne passe pas, je me retire. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour améliorer les relations entre femmes. Oui, mais comme on le dit, si on doit aller jusqu'à l'empoisonnement, pourquoi est-ce que je vais insister dans une relation où peut-être mon amie ou bien ma soeur, ma cousine ou je ne sais pas qui est jalouse de moi et tout. Non, dès que je réalise, je me retire.
Ok, donc on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, parce que si c'est pour mourir, ça ne vaut pas la peine. Carole, pardon. On ne peut vraiment rien faire, Carole, entre les femmes? Est-ce que vous pouvez changer un être humain? Oui. Non. Même si, vous savez quoi, d'un côté, je suis contre la prolifération des églises dites de réveil, parce qu'avec ces bonbons pasteurs-là, les églises éveillées, la naïveté des femmes pour les arnaquer. Mais de l'autre côté aussi, je suis pour ces églises de réveil, parce qu'il y a certaines quand même là-dedans qui en tirent, qui changent, qui deviennent de meilleures personnes. Ah oui. L'église, oui, l'église, la prière et tout ça rend des gens meilleurs. Ok, d'accord. Donc, je pense que les femmes devraient plus... Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, moi j'ai remarqué ici au Cameroun que quand vous allez au marché et que vous achetez un produit et que vous oubliez de prendre votre monnaie, la dame vous appelle. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Elle vous demande de venir chercher votre monnaie. Et quand j'essaie de pousser l'enquête un peu plus loin, je me rends compte que ces femmes-là, certaines de ces femmes que j'ai rencontrées comme ça, ont commencé à aller à l'église depuis un certain moment. Donc, elles ont changé. Donc, je pense que les femmes devraient commencer à fréquenter des endroits à faire des choses qui changent l'esprit, à aller à l'église, s'il faut aller à l'église, à causer avec les grands-mères très, très, très calmes du village, ce genre de discussion, à aller dans les petites... Mais les grands-mères sont passées par là la aussi, jeunesse africaine. La jeunesse africaine d'aujourd'hui a créé, il y a des groupes dans chaque quartier, dans chaque quartier, il y a des groupes de chrétiens, de jeunes musulmans et tout ça qui se forment pour améliorer la vie physique et spirituelle des personnes. Donc je pense que les femmes devraient de plus en plus entrer dans cette association-là, d'élévation d'esprit et tout ça pour voilà. C'est noté. Merci. Allez à l'église. C'est noté, Carole. Et Marisa, vous pensez qu'on peut améliorer les relations entre femmes? De quelle façon? Oui, je pense très fortement que c'est possible. Déjà, je vais revenir sur le fait que c'est la société qui est à la base de toutes ces mésententes-là parce qu'elle nous impose beaucoup de choses. Mais pour ce qui est de revenir sur l'amélioration, moi, on m'a toujours appris, et je suis restée d'avis jusqu'à maintenant, que la famille est la cellule de base de la société. Tout ce qu'on rencontre dans la famille est le reflet de ce que les sociétés ont transmis aux enfants. Et comme on sait que la femme est responsable de la famille, je pense que nous, les femmes également, nous pouvons aider à arranger cela en éduquant bien nos enfants, en inculquant des bonnes valeurs à nos enfants, de manière à ce que demain, après-demain, quand ces enfants-là se retrouvent des adultes, attention Marisa, transmettre ces valeurs-là. Alors que bien souvent, aujourd'hui, on nous inculque l'individualisme, on nous inculque de réussir à tout prix, on nous inculque de penser à nous, à être égoïste. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a faussé parce qu'on reconnaissait bien à l'Afrique la convivialité et l'amour qu'elle transmettait, mais aujourd'hui les choses de plus en plus changent parce qu'on essaie de ressembler à l'Occident, à ressembler à faire comment ça se passe ailleurs en fait. Marisa, vous avez entendu tout à l'heure Adrienne, ça a l'air d'être inné. On dirait que c'est pas forcément un problème d'éducation. Non, ce n'est pas inné. Et c'est pas un problème de... Il y a un philosophe qui a dit c'est pas un problème de géographie. C'est la société qui Adrien disait tout à l'heure que si moi on ne m'accepte pas, je n'accepte pas. Ça veut dire qu'on se défend face à un comportement qu'on a eu d'abord en amont et on réagit ensuite. On devient vigilant, on devient moins réceptif aux autres parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été frustré. Mais si toutes les mères et tous les pères, j'espère qu'ils vont aider les mères dans cette tâche lourde, se mettent à redonner les bonnes valeurs à leurs enfants, ces enfants-là demain seront la société de demain. Ils vont être des adultes qui vont donner ce qu'ils ont reçu, et s'ils donnent ce qu'ils ont reçu en retour, si les autres ont reçu quelque chose de bien aussi, le rapport sera forcément meilleur. C'est noté Marisa. Ce que je voulais ajouter, c'est que bon, on a l'impression que c'est inné chez les femmes, mais bon. Non,
non, moi je suis pas du tout méchante. Si vous pensez que non. Non, je ne suis pas méchante. Voilà, moi je ne suis pas méchante. C'est par rapport au sujet qui est posé. Par exemple, ces deux rivales enceintes, est-ce qu'elles avaient besoin d'en arriver là? C'est pour ça que je dis que je me rends compte qu'on ne peut pas m'accepter. Pourquoi est-ce que je vais insister? Elles combattent le même trophée. Voilà. Le mot en lui-même donne le commentaire de Gladys, s'il vous plaît. Gladys. Bon, déjà, d'après ce qu'elles ont dit également, en fait, il faudrait déjà penser à un changement de mentalité. Mais vous avez, c'est réel, c'est vrai, les animosités entre femmes? C'est une réalité parce que... Elle me regarde comme ça parce que je suis bien coiffée. Un sentiment de concurrence, en fait, déjà, entre les femmes. Genre, elle est susceptible d'être ma concurrente quelque part et tout. En fait, moi, je pense que déjà, il faudrait un changement de mentalité et également comme... c'est pas seulement en Afrique, hein? Oui, c'est justement, c'est partout. Oui. Un changement de mentalité également, il faudrait tendre à inculquer cela dans l'éducation des enfants dès le bas âge, en fait. Moi, je connais... Vous pensez que les enfants ne reçoivent pas cette éducation-là dès le bas âge? Vous pensez? Pas tous. Alors, il y a des parents qui disent... On peut poursuivre le débat. En fait, ce qu'on voit, c'est différent. Ça, c'est ce que nos parents nous disent majoritairement. Merci beaucoup. On va poursuivre le débat dans nos foyers, hein, dans nos bureaux. C'est un débat qui concerne les femmes, mais les hommes peuvent dire leurs mots. Merci beaucoup, Gladys, d'avoir été là, d'être venue en notre compagnie et d'avoir endossé le maillot de Georgette. Merci beaucoup. On espère vous retrouver une autre fois. Bonnes études à Dakar et très bon week-end. Bon week-end également à Marisa en Turquie. Bon week-end à Adrienne en Italie, à Milan. Et bonne fin de semaine également à Carole, à Douala au Cameroun. Je vous souhaite de passer de bons moments. Reposez-vous, appréciez tout ce qui est bon. Et puis, dans ce qui est bon, je vous propose une musique tchadienne. N'oubliez pas que Gladys, elle est originaire du Tchad. Le chanteur s'appelle Sultan et il vous propose Budget. Budget, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire la fête ce soir. Il faut avoir un petit budget. Donc, allons-y. Au revoir, bon week-end et à bientôt.